Merci. Donc, juste quelques mots sur le CEREMA, donc établissement public national, au service de l'État, des collectivités et des entreprises, et notamment pour les entreprises à travers l'accompagnement de l'innovation. On est un établissement labellisé Carnot qui permet de bénéficier notamment de majoration sur le crédit d'impôt recherche. La mission principale de cet établissement à l'échelle nationale, c'est de réaliser des expertises, de capitaliser le retour terrain et de le rediffuser les bonnes pratiques. Dans les différents champs du ministère, vous le verrez tout à l'heure, on a un petit stand dont on vous présente uniquement les éléments qui concernent le secteur bâtiment, mais en fait le CEREMA a un spectre d'activités qui couvre l'ensemble du ministère de la cohésion des territoires et du ministère de la transition écologique et solidaire. Les équipes du CEREMA donc, sont mobilisées à l'échelle nationale dans les campagnes de contrôle des règles de construction, avec pour principale mission aussi de faire monter en compétence les futurs contrôleurs, de capitaliser, et c'est un peu les éléments que je vais vous donner par la suite, et puis aussi de développer des études et des expertises ou des accompagnements auprès des professionnels du bâtiment pour justement améliorer la qualité des constructions. Donc voilà, on a un spectre d'activités qui peut aller de l'étude jusqu'à des projets de recherche également. Je vais passer rapidement à ma présentation. Hop. Alors, ça doit être là. J'ai l'habitude de commencer mes présentations par une question. Qui a déjà consulté le Code de la construction et de l'habitation? Bon, c'est sûr que ce n'est pas le livre de chevet, mais ça fait partie, en tout cas, des acteurs qui travaillent dans le domaine de la construction. Il existe un code spécifique. Quelqu'un l'a dit avant, hein, à ne pas confondre avec le code de l'urbanisme. On a certains articles qui sont en commun, mais les règles de construction sont définies dans le code de la construction et de l'habitation. Je vous pose cette question-là parce que je vais rebondir sur l'intervention tout à l'heure sur ESSOC. Et puis bien souvent, je pose une question aussi, c'est est-ce que vous savez pourquoi on réglemente ? Ouais, pour assurer une qualité, pour éviter les fraudes. Ouais. D'une manière générale, en fait, c'est définir les conditions d'exercice d'une activité sur un territoire donné. Donc, si sur un territoire, sur le territoire national, on décide de produire du logement ou de créer un ERP ou un IGH, eh ben, collectivement, la société, par ses représentants, a défini des règles minimales à atteindre. Et donc, ça permet de réguler finalement le marché. Donc, c'est pour ça qu'on réglemente et c'est pour ça que c'est important aussi de porter à connaissance l'ensemble de cette réglementation. C'est une diapo qui a déjà été présentée, mais j'insiste, l'activité CRC est vraiment sur la partie domaine obligatoire, l'ordonnance, décret, arrêté. Et donc, tout ce qui est loi et décret, c'est dans le code de la construction, partie législative, partie réglementaire, et puis les arrêtés qui sont accrochés. C'est compliqué à lire, c'est compliqué à en prendre connaissance, donc c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'on a un maître d'ouvrage donné, s'accompagne aussi d'AMO, de maîtres d'œuvre qui sont compétents dans ces domaines-là. Tout le reste, et notamment à droite, c'est ce qu'on appelle le domaine contractuel. Donc les contrôles qu'on exerce sont sur le domaine obligatoire. Il y a souvent des confusions et je pense que c'est important, et je le redirai tout à l'heure, mais avec l'AQC, on a travaillé justement sur une petite plaquette de communication pour clarifier justement ces éléments. Pourquoi je vous fais ce petit topo? Parce que du point de vue de la filière, il y a une demande croissante sur la simplification et la réduction des contraintes. Voilà, c'est un discours
que vous connaissez certainement, que vous pouvez porter aussi en disant il y a trop de règles, voilà, on en a marre, on n'y comprend rien. Voilà. Donc il y a ce premier mouvement. Des initiatives qui ont déjà été mises en place avec des actions comme les 50 mesures de simplification, une démarche ajustement normatif pour l'accessibilité, pour ceux qui connaissent un peu plus le sujet. Et donc il y a déjà des actions qui ont été mises en œuvre, qui génèrent des modifications réglementaires. Et puis là, l'étape vraiment en ce moment, et c'est pour ça que je voulais faire un petit focus avec vous, puisque quand on parle de réglementation, on parle d'un référentiel, il faut savoir de quel référentiel on parle. Et ce référentiel, il est en mouvement en ce moment. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion pour la filière de faire remonter, nous, on va faire remonter à travers notre observatoire sur le contrôle des règles de construction, mais vous, en tant que filière aussi, vous pouvez faire remonter des interactions, des incompatibilités. C'est le moment. Parce que voilà, le code de la construction est sur la planche et on est en train de tout réécrire. Donc, elle a été citée la loi ESSOC qui prévoit 2 ordonnances. Une première ordonnance, c'est l'expérimentation avec un dispositif transitoire, donc ce qu'a expliqué tout à l'heure mon collègue en disant vous pouvez dès aujourd'hui mobiliser le dispositif ESSOC permis d'expérimenter qui vous permet d'appliquer la réglementation sans appliquer les arrêtés. On respecte l'objectif qui sont définis dans la loi et dans le décret, mais on a peut-être une autre manière, une autre solution constructive qui n'était pas définie dans les arrêtés actuellement, et on propose une solution d'effet équivalent. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est exprimé. Donc ça, c'est le dispositif qui existe aujourd'hui. On peut le faire. Voilà. Avec... je vous montrerai tout à l'heure. Et puis une deuxième ordonnance qui est en cours, où là, il y a déjà, on va dire, je sais pas, les 80% du travail sur la partie législative qui est déjà pratiquement faite. Et après, il y aura encore un travail sur la partie réglementaire. Et donc là, l'idée, c'est d'inscrire en dur dans le code de la construction vous appliquez la réglementation soit en appliquant les arrêtés, ce qu'on appellera la solution de référence, soit vous nous faites la démonstration que vous atteignez les objectifs en faisant autrement, voilà, avec un dispositif d'attestation par différents établissements. Pour bénéficier de ce soutien, donc permis d'expérimenter @développement-durable.fr, donc c'est le ministère qui a en charge ça, un soutien financier, un soutien à l'ingénierie, le financement de l'organisme qui va délivrer l'attestation, limité à 10 000 € par projet, 2 périodes de calendrier, du 17 avril au 15 juin, on est un petit peu juste là pour celle-là, mais il y en a une prochaine du 1er juillet au 15 septembre. Voilà. Donc ceux qui veulent innover, ou en tout cas interroger, ou qui avaient des problèmes d'application, de mise en œuvre de nouveaux dispositifs un peu innovants, voilà, on a ouvert ces éléments-là avec le dispositif ESSOC. Enfin, personnellement, je considère que c'est une véritable avancée. En tout cas, voilà, après, il faut voir sa mise en œuvre pratique, mais en tout cas, c'est une réponse à ceux qui veulent innover. Ceux qui veulent pas faire et compagnie, voilà, ils vont pas aller dans le dispositif ESSOC. Les dispositifs de capitalisation, bilan des campagnes. Donc une mobilisation de l'ensemble des agents, que ce soit aussi bien CEREMA que les services déconcentrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le positionnement du CEREMA, le CEREMA est engagé aujourd'hui pour réaliser des campagnes au bénéfice donc, des différentes réals et sous l'autorité des DDT. On a une forme de désengagement progressif d'intervention sur ces campagnes au bénéfice justement de la montée en compétences aussi bien des contrôleurs que des professionnels du bâtiment. Donc on enregistre systématiquement dans une base de données à l'échelle nationale les contrôles. On fait une synthèse annuelle qu'on donne à l'administration à travers un bilan à la fois quantitatif et qualitatif sur les non-conformités.
L'idée, c'est ce qui a été dit, hein, c'est de mesurer le niveau d'application de la réglementation technique, aider à la définition des actions à entreprendre pour en favoriser l'application, puisque nous, notre objectif, c'est quand même d'améliorer la qualité des constructions et c'est d'avoir une réglementation qui n'est pas appliquée, c'est le pire. Ça veut dire qu'une réglementation, normalement, c'est une voiture balai. Donc, si la voiture balai laisse passer plein de monde, voilà, c'est plus une voiture balai. Et puis expérimenter, évaluer l'efficacité des actions entreprises. Les impacts, je commence d'abord par les impacts parce que ça fait partie aussi de pourquoi on réglemente et comment on peut argumenter. Nous, les non-respects de la réglementation thermique, donc augmentation de la consommation énergétique par exemple, le poids des charges financières, augmentation des émissions de gaz à effet de serre, je ne vais pas toutes les lire, mais l'idée c'est aussi, bien souvent, quand on fait des contrôles, des fois on nous dit mais à quoi ça sert de réglementer voilà, la réglementation thermique ou la réglementation acoustique, aération. Voilà. Donc on essaye aussi de diffuser par l'intermédiaire de différents supports les conséquences et les impacts d'un non-respect de la réglementation. Ce qui ne veut pas dire que si vous respectez la réglementation, il n'y aura pas des impacts, et notamment le sujet de l'acoustique est un petit peu compliqué parfois, mais vous savez certainement que quand on fait les enquêtes ménages auprès des nuisances, quelles sont les principales nuisances dans les logements, l'acoustique sort pratiquement systématiquement numéro 1. Donc, pareil, en accessibilité. En accessibilité, c'est souvent une réglementation qui est vue très contraignante. Il y a eu les ajustements normatifs. Nous, à l'île d'Abo, là, on est spécialisé à l'échelle nationale sur l'appui sur cette réglementation. Il faut savoir que ce qu'on poursuit dans la réglementation accessibilité, c'est pas uniquement les personnes en situation de handicap, mais ce qu'on essaye de préfigurer aussi, c'est la question du maintien à domicile au sein des logements. Donc on voit bien voilà, le vieillissement de la population globale, il va bien falloir quand même faire des adaptations au sein des logements. La réglementation accessibilité intègre déjà des premiers éléments de dimensionnement ou en tout cas de prise en compte d'adaptation future au maintien à domicile. Sur la sécurité, donc des risques de chute, donc c'est par exemple la réglementation garde-corps. Nathalie pourra vous donner quelques exemples d'éléments où voilà. C'est des choses qui sont, on le verra aussi, comme nous, on vient au moment de la réception, ça peut être vu au moment sur plan, c'est-à-dire que c'est dessiné sur plan, et puis à un moment donné, finalement, on rajoute un caillebotis sur la terrasse. Ah mince, le garde-corps, on n'avait pas imaginé qu'on allait rajouter le caillebotis. Voilà, nous, quand on arrive en contrôle, quand on fait la mesure, voilà, c'est... Et puis, bien sûr, le non-respect des réglementations relatives à la santé. Les conséquences, donc ça c'était plutôt les impacts sur les occupants, parce qu'on a aussi une attention particulière vis-à-vis des usagers. On parle de technique, mais on parle aussi des usagers. Et puis là, les conséquences, donc ça a été cité, ça reste quand même une procédure judiciaire. À terme, on peut aller, voilà, c'est un délit. Le non-respect des règles de construction, c'est un délit. Donc voilà, c'est une responsabilité judiciaire et pénale qui peut être engagée, des contentions contractuelles sur le non-respect des engagements, parce que normalement, quand vous contractualisez sur vos opérations, bien sûr, vous contractualisez en disant vous devez respecter la réglementation. Donc si après il y a un contrôle et que vous n'avez pas respecté, j'imagine après tout ce qui peut arriver en termes de difficultés contractuelles, des travaux de remise en conformité, puisque bien souvent, le maître d'ouvrage remet en conformité quand c'est possible, des retards de livraison, et donc là, pour ceux qui sont maîtres d'ouvrage, vous connaissez un peu les conséquences que ça peut avoir, et puis
Je le mets, alors on n'a pas des exemples concrets, quoique on commence à avoir quand même des interrogations sur le contentieux occupant. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus informés aujourd'hui de ce qu'il aurait dû en termes, voire techniques, et notamment par exemple sur le sujet de la ventilation, on a un vrai sujet d'application de la réglementation et de la mise en œuvre concrète jusqu'au bout. Vous savez qu'on a un petit sujet sur la qualité de l'air intérieur. Donc voilà, moi je pense que voilà, typiquement sur la QAI et sur l'énergie, à mon avis, dans quelques années, on aura des contentieux usagers qui vont revenir voir leur maître d'ouvrage ou leur constructeur en leur disant mais au fait mon installation là finalement elle est pas très conforme, et ils vont le faire eux-mêmes le contrôle, ils n'auront pas forcément besoin d'un expert. Donc voilà les conséquences que ça peut avoir à différents niveaux, et donc derrière voilà, de toute façon un impact financier certain. Le dispositif national de capitalisation, donc comme je l'ai dit, une analyse statistique, une analyse qualitative sur des points particuliers. Je suis toujours mal à l'aise pour parler de statistiques. Voilà, je vous le dis, je vais vous en présenter quelques-unes, mais je vous dis toujours que c'est à manipuler avec précaution. Elles sont à l'échelle nationale, donc parce que l'échantillon est suffisamment gros à l'échelle nationale. Quand on fait des travaux à l'échelle régionale, on fait sur plusieurs années pour avoir un échantillon significatif. On n'a pas de phénomène de hiérarchisation sur les non-conformités quand on présente les statistiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien, par exemple, avoir en sécurité incendie un défaut, par exemple, de la non-présence du plan d'évacuation, par exemple, qui est une non-conformité, ou l'absence de désenfumage. Voilà. Ça génère, en termes de statistiques, une non-conformité. Et puis aussi, il faut aussi partager aussi le retour d'expérience qu'on a, c'est que bien souvent, le maître d'ouvrage a fait, les équipes de conception ont fait, et puis quand on arrive, nous, 1 an, 2 ans ou 3 ans, il est possible que certaines non-conformités sont dues à l'exploitation récente. Par exemple, la suppression de l'éclairage dans les parties communes. Voilà. On a enlevé toutes les ampoules en pensant bien faire, en disant on va faire des économies d'énergie. Sauf qu'en accessibilité, je suis désolé, on a besoin d'un éclairage minimal. Voilà. Donc je vous donne quelques exemples, mais pour nous, quand on arrive sur l'opération, on est obligé de mettre une non-conformité. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est sensible, les statistiques sont sensibles. En tout cas, on voit très peu d'évolution d'année en année. Donc ça veut dire qu'il faut encore qu'on progresse sur la partie communication, sensibilisation, et c'est l'objet de cet après-midi. Allez, je les sors. Donc ça, c'est des résultats 2016, parce qu'après, il faut qu'on consolide. Donc BHC-MI, c'est plutôt la cible sur laquelle on fait. Donc vous voyez des taux de non-conformité en accessibilité, 83%. Donc à partir du moment où on a une non-conformité sur l'opération détectée, elle sort en non-conforme. Comme je vous dis, c'est des statistiques, il faut réussir à les relativiser, il faut réussir aussi à les expliquer. Vous voyez que la question du brancard, vous savez ce que c'est qu'est-ce qu'on regarde sur le brancard? Voilà, exactement. En fait, le brancard, c'est voilà, pouvoir sortir une personne couchée de son logement jusqu'à l'extérieur. Voilà. Et donc, c'est le gabarit du brancard, et donc ça dimensionne les escaliers d'évacuation. Donc voilà, donc on considère qu'aujourd'hui, voilà, avec 2% de non-conformité, on considère que c'est une réglementation aujourd'hui qui est rentrée en termes de conception et de suivi et de vérification. Il n'y a pas trop de sujets. Sur le sujet de l'accessibilité, on a encore un sujet, sachant que ça va encore changer là, avec la loi Elan et compagnie. Donc je pense qu'on a
encore quelques échanges. Sur l'acoustique aussi, l'acoustique c'est une réglementation qui va au résultat, c'est-à-dire qu'il y a une mesure, le contrôle intègre des mesures, et donc là, en tout cas, moi, je vous encourage un peu comme ce qui pourrait être fait sur la perméabilité à l'air, si vous êtes, de faire vos pré-tests acoustiques, parce que l'acoustique, ça coûte très cher. C'est-à-dire que si on n'est pas au résultat au moment du contrôle, ça peut revenir très très cher, la remise en conformité acoustique. Aération, donc là, on a pas mal de travaux sur ce sujet-là. Nathalie en dira quelques mots sur la partie aération, je crois, dans sa présentation. On développe, par exemple, utiliser le référentiel Promévent sur l'aération. Si vous regardez le référentiel Promévent, vous faites votre checklist là, de points de contrôle, vous évitez 80% des non-conformités qu'on a constatées. Sécurité incendie, je vous dis beaucoup sur la partie plan, dans les parkings aussi, le seau et compagnie, les moyens d'évacuation, qui sont à la limite entre la livraison de l'opération et les conditions d'exploitation. Et puis les premiers résultats là, sur la thermique, Nathalie vous fera un focus plus particulier. On ne s'arrête pas bien sûr au niveau de la rubrique. Après, sur chaque rubrique, on a des détails. Et donc là, par exemple, un détail sur la ventilation, un sujet sur lequel nous, on est pointu et on a des experts au sein de notre service. Voilà, donc quand on décide de faire en mesure de débit aux bouches, 93% de taux de non-conformité. Ça veut dire qu'on n'est pas au résultat. D'accord. Eh ben, je vais vous donner quelques chiffres comme ça, et puis de toute façon, elles seront mises à disposition. Oui, c'est un peu flou. Donc la plus grosse barre, c'est les mesures de débit, 93% par exemple. Sur les entrées d'air, voilà, c'est un sujet aussi sur les choses qu'on trouve sur les fenêtres qui sont percées un peu des fois n'importe comment, ou en tout cas qui n'avaient pas été prévues. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est des éléments qu'on peut voir à différentes étapes. Et donc, il faut réussir à identifier au moment du processus et de l'acte de construire le moment où, là, attention, il faut être attentif à ce sujet. On a une base de données, donc là, c'est plutôt des photos plutôt vieillissantes, mais on a une base de données de non-conformité. Donc, voilà, c'est pas des trucs c'est pas de la simulation, hein, c'est des choses qui sont vues sur le terrain. Aujourd'hui, elles sont peu exploitées. On l'exploite avec l'AQC à travers des publications. Mais voilà le type de choses qu'on peut trouver. Je l'ai cité tout à l'heure. Pour capitaliser, pour avoir de l'information un peu explicitée, aujourd'hui, les deux supports, quand même, c'est les travaux qu'on a fait avec l'AQC, la dernière plaquette, bâtiment bien utilisé, les textes de référence, et puis le classeur qualité réglementaire dans les bâtiments d'habitation neufs, qui peut être même téléchargeable sur l'appli aujourd'hui. Voilà, donc sur l'appli AQC, elle est téléchargeable gratuitement. Voilà. Et donc, c'est des travaux qui ont été faits avec le CEREMA, réglementation par réglementation, les points de vigilance. Les projets de diffusion en cours à l'échelle plutôt régionale. Donc, une actualisation de la plaquette qui existait, là, qui était plutôt sur le secteur Rhône-Alpes 2010-2013. Et donc là, cette année, à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, on va réactualiser ces données-là. Et puis un outil d'aide à la réception là, avec l'AQC sur lequel on est en train de réfléchir à destination des professionnels. Je vous remercie pour votre participation et attention. Je lance aussi un appel. On réalise aujourd'hui pour le compte de l'ADEME une étude. Donc c'est une étude, c'est pas un contrôle. C'est une étude pour évaluer l'appropriation de la RT 2012. Et donc, on recherche des opérations sur lesquelles, finalement, on va
on va faire un diagnostic sur d'application de la RT 2012, plus une enquête occupant, plus une enquête maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc l'engagement des maîtres d'ouvrage pour cette étude, c'est de nous transmettre des documents techniques, et puis nous, on vient pour faire cette étude-là. C'est une étude à l'échelle nationale, financée par l'ADEME et le CEREMA et la DHUP. Voilà. Donc on recherche encore des opérations pour faire cette étude-là. Merci.